Ils ont l'air normaux, ils marchent parmi nous. Ils travaillent, sourient, parlent, mais à l'intérieur, ils sont vides. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une exagération. C'est exactement ce qu'Allan Kardec avait déjà révélé il y a plus de 150 ans et que personne n'a voulu écouter. Des esprits incarnés, mais non éveillés. Des corps qui fonctionnent, sans âme consciente. Une vérité oubliée dans les paragraphes les plus profonds du livre des esprits. Et si vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond dans le monde, vous les avez peut-être déjà croisés. Peut-être. Avez-vous déjà regardé dans les yeux de quelqu'un qui en réalité n'était pas là? Maintenant vous allez comprendre pourquoi Kardec a été réduit au silence, et pourquoi cette révélation n'a jamais été aussi urgente qu'aujourd'hui. Y a-t-il donc des hommes qui sont encore très proches de l'animalité? Et les esprits répondent « Oui, et beaucoup, parfois même parmi ceux qui se croient civilisés. Ce sont ceux qui font du vice un besoin et qui ne vivent que pour le corps. » Allan Kardec. Ils sont partout, au travail, dans la rue, dans la famille. Ils parlent, sourient, donnent leur avis, suivent des routines. Mais si tu regardes attentivement, tu vas remarquer quelque chose que les yeux ordinaires ne voient pas. Il y a un vide silencieux derrière les gestes, une absence qui ne se révèle pas par les mots, mais par le manque de profondeur avec lequel ils sont prononcés. Ils sont vivants, mais pas pleinement présents. Ce sont des corps humains habités par des âmes encore endormies. Allan Kardec a décrit cet état avec précision et sérénité. Il comprenait qu'il existe des esprits qui, bien qu'incarnés, n'ont pas encore éveillé leur conscience supérieure. Des esprits au stade initial de l'évolution. Ils sont sur Terre, non pas pour questionner, transformer ou comprendre, mais simplement pour expérimenter. Ils sont comme des graines plantées qui n'ont pas encore percé leur coquille. Ils ont un corps, mais pas encore de lucidité spirituelle. Ces êtres se confondent facilement avec n'importe qui d'autre. Ils parlent de la météo, de ce qu'ils ont vu à la télévision, répètent des phrases toutes faites sur la politique, la religion, le quotidien. Mais leurs paroles n'ont pas de racines. Ce sont des reflets de l'environnement, pas des expressions d'une intériorité active. Quand on essaie d'approfondir une conversation, on s'aperçoit qu'ils bloquent, ou qu'ils dévient, ou qu'ils reviennent à la surface, comme s'ils fuyaient quelque chose qu'ils ne savent pas nommer. La psychologie moderne commence maintenant à trébucher sur ce phénomène. Des études sur la conscience montrent qu'une part significative de la population n'a pas de dialogue intérieur. Des personnes qui ne pensent tout simplement pas en mots, qui vivent sans examiner leurs propres actions, leurs émotions, leurs croyances. Elles réagissent au monde, mais ne se demandent pas pourquoi. Elles ressentent la peur, la colère, l'attachement, mais ne savent pas nommer l'origine de ces émotions. Elles fonctionnent, mais ne réfléchissent pas. Ce sont les coquilles vivantes. Non pas parce qu'elles manquent d'âme, mais parce que l'âme ne s'est pas encore éveillée. C'est comme si elles étaient ici dans un état de sommeil spirituel. Elles viennent au monde, traversent des expériences, interagissent avec les autres, mais sans véritable présence à soi. Ce sont des esprits en mode observation, pas en mode protagoniste. Ils vivent sur le plan physique, comme on traverse un couloir, sans vraiment savoir où l'on va. Quand tu les rencontres, tu ressens quelque chose, une intuition difficile à expliquer, un léger malaise, une sensation qu'il manque quelque chose dans cet échange. Ils sourient, mais le sourire ne touche pas le regard. Ils répondent, mais la réponse semble apprise par cœur. Ils imitent les émotions, mais ne les vivent pas avec intensité. Tu perçois la forme, mais tu ne ressens pas l'essence. Kardec ne les a pas jugés, au contraire. Son approche était faite de compréhension et de respect. Il savait que l'esprit est éternel et que son parcours est long, que tous passent par ce stade, tôt ou tard. Mais il a aussi été clair. Toutes les incarnations ne sont pas conscientes. Certaines sont presque automatiques, comme si l'esprit apprenait encore à habiter un corps, à utiliser la raison, à expérimenter le libre arbitre. Ces êtres ne sont pas coupables d'être là où ils en sont. Ils sont simplement à un autre point du chemin. Mais pour ceux qui sont déjà éveillés, les reconnaître peut être troublant. Parce qu'ils te ressemblent, mais ne sont pas comme toi à l'intérieur. Ils ne sont pas au même degré de perception, ils ne posent pas de questions, ne cherchent pas de sens. Ils sont ici, mais ne sont pas encore arrivés. Zombies, philosophiques et esprits inférieurs.
Et quand tu commences à remarquer ces signes, quand tu perçois qu'il y a présence sans profondeur, mouvement sans intention, tu te demandes si ce phénomène a été observé par d'autres domaines du savoir. Et oui, il l'a été. Ce que le spiritisme a décrit à partir de communication des plans invisibles, la philosophie de l'esprit, des siècles plus tard, a commencé à explorer avec d'autres mots, mais avec une ressemblance frappante. David Chalmers, philosophe contemporain, a formulé un concept devenu l'un des plus provocateurs de notre époque, le zombie philosophique. Selon lui, il serait possible d'imaginer un être identique à un être humain en tout, physiologie, comportement, langage, réaction, mais sans expérience intérieure. Il agit comme un humain, semble humain, mais à l'intérieur, il est vide. Il n'y a ni conscience, ni sentiment, ni pensée véritable. Il n'y a qu'une simulation. Cette idée, née dans le champ de la philosophie de la conscience, a choqué par sa froide logique. Mais pour ceux qui connaissent l'œuvre d'Allan Kardec, ce concept ne sonne pas comme une nouveauté, mais comme une confirmation tardive. Car la doctrine spirit avait déjà averti que le véritable critère de l'humain n'est ni le corps, ni l'intellect apparent, mais le degré de conscience spirituelle. Kardec a classé les esprits selon différents stades d'évolution. Parmi eux, on trouve les esprits dits inférieurs, encore attachés aux sensations, à la matière, à la répétition. Des êtres qui s'incarnent, mais qui ne se sont pas encore éveillés à la dimension profonde de l'existence. Ils ne réfléchissent pas, ils vivent simplement. Ils ne délibèrent pas, ils réagissent. Et cela les rapproche dangereusement de l'idée des zombies philosophiques. Mais avec une différence. Pour le spiritisme, ces êtres ne sont pas condamnés au vide. Ils sont en chemin. Ils ne se sont pas encore éveillés, mais peuvent s'éveiller. Ce que la science appelle absence de qualia, l'expérience subjective d'être en vie, est, au fond, ce que le spiritisme appelle absence de lucidité spirituelle. Un corps peut parler, bouger, réagir, mais si l'esprit n'est pas conscient de lui-même, ce que nous voyons n'est que la forme. Il n'y a pas d'essence agissant avec liberté. Ce lien entre philosophie et spiritisme est plus que curieux. Il révèle qu'il existe un fil conducteur entre des savoirs apparemment éloignés. Tandis que les philosophes débattent de la possibilité de mesurer l'expérience intérieure, les esprits ont déjà affirmé qu'elle n'est pas constante chez les incarnés. Que beaucoup sont ici, oui, mais ne sont pas encore pleinement conscients de ce que signifie être vivant. L'âme, bien que présente, ne se manifeste pas dans sa plénitude. La neuroscience commence maintenant à étudier des cas de personnes qui ne rapportent aucun dialogue intérieur, qui ne se perçoivent pas comme les agents de leurs propres actions. Des études par imagerie cérébrale montrent des cerveaux actifs mais sans signe clair d'introspection. Et ce genre de données ne fait que renforcer ce que le spiritisme a anticipé il y a plus d'un siècle. Tout le monde ne pense pas. Tout le monde ne ressent pas. Tout le monde n'est pas pleinement conscient. La véritable humanité, disait Kardec, ne réside pas dans la chair, mais dans l'âme. Elle ne réside pas dans le réflexe, mais dans le choix. Un esprit incarné ne devient vraiment humain que lorsqu'il commence à se questionner, à chercher, à se percevoir comme faisant partie de quelque chose de plus grand. Avant cela, même avec une apparence humaine, il n'est qu'une étincelle en incubation. Cette absence de conscience intérieure n'est pas seulement une caractéristique individuelle, elle a été normalisée, systématisée, transformée en norme. La société moderne, construite sur des structures de contrôle invisibles, fonctionne comme une machine qui favorise précisément cet état d'endormissement collectif. L'absence d'introspection n'est pas un accident, c'est un projet. La répétition a été érigée en vertu, le comportement prévisible a été institutionnalisé, et l'obéissance récompensée. Dès le plus jeune âge, l'être humain est façonné pour suivre. Le système éducatif n'encourage pas le questionnement. Il enseigne des réponses, pas des questions. Les enfants curieux sont priés de se taire, de répéter des formules, d'obéir aux consignes. Et une fois adultes, ils restent dans le même rythme. Travailler, consommer, produire, obéir. Tout cela sans jamais s'arrêter pour se demander pourquoi. Ceux qui s'adaptent, qui suivent les règles sans bruit, sont valorisés. Ils sont promus. Ils sont vus comme des réussites. Leur récompense est la stabilité, l'appartenance, la validation sociale. Quant à ceux qui questionnent,
qui défient la norme, qui cherchent un sens hors du scénario, ils sont traités comme des marginaux, comme des problèmes à corriger ou à ignorer. Le système n'a pas de place pour ceux qui s'éveillent, car l'éveil, dans ce contexte, est subversif. L'âme éveillée est celle qui commence à voir l'engrenage derrière le spectacle, qui ne se satisfait pas de réponses toutes faites, qui sent que quelque chose ne va pas profondément, même quand tout le monde autour semble à l'aise avec la normalité. Et c'est justement ce regard qui menace la stabilité de l'illusion, car une fois qu'une personne s'éveille, elle ne peut plus être manipulée de la même manière. Elle ne réagit plus automatiquement, elle ne croit plus à tout ce qu'elle voit. Elle commence à choisir, à discerner, à se mouvoir librement. C'est pourquoi le monde moderne a créé des outils très efficaces pour garder les corps occupés et les esprits anesthésiés. Divertissement continu, excès d'information, cycle d'indignation collective, crises successives. Tout cela sert un seul but, éviter le silence intérieur, empêcher l'individu d'avoir le temps, l'espace ou le courage de regarder en lui. La routine est devenue un rituel de distraction. La culture s'est transformée en un grand bruit. Ce que nous appelons la vie quotidienne n'est souvent qu'une succession de commandes automatiques, exécutées sans âme. La grande majorité est tellement immergée dans ce flux qu'elle ne remarque même plus à quel point elle a été conditionnée. Elle défend des croyances héritées. Elle répète des opinions sans racines. Elle vit comme si elle suivait un scénario qu'elle n'a jamais écrit. Et lorsqu'un être conscient commence à se démarquer dans ce décor, le système réagit avec résistance. Cela peut prendre la forme de moquerie, d'isolement, voire de violence symbolique. La société n'attaque pas directement la conscience. Elle l'étouffe avec des distractions. Elle l'affaiblit avec la peur. Elle la fait taire avec la culpabilité. L'âme éveillée dérange parce que sa présence révèle l'absence des autres. Et personne n'aime qu'on lui rappelle qu'il est en train de dormir. C'est la société des endormis. Un monde soigneusement construit pour maintenir l'apparence de la vie tout en bloquant l'éveil de la véritable existence. La répétition n'est pas une erreur. C'est le ciment invisible qui soutient la structure. Et pendant que la majorité fonctionne comme une partie de ce système sans le savoir, les rares qui s'éveillent deviennent, aux yeux du monde, une anomalie. La science confirme, tout le monde ne pense pas en conscience. Et tandis que la société protège sa structure par la force de la répétition, la science commence à regarder là où elle n'avait jamais osé. Les neurosciences, dans leur laboratoire silencieux, ont buté sur quelque chose qui semble tout droit sorti des anciens livres spirituels. Ce qui n'était autrefois qu'une intuition de mystique commence maintenant à prendre forme à travers des images cérébrales et des données neurologiques. Et les résultats sont troublants. Des recherches récentes ont montré qu'une partie significative de la population ne possède tout simplement pas de dialogue intérieur. Oui, tu as bien lu. Pas de voix intérieure. Aucun débat avec soi-même. Aucun questionnement de ses actions, ni retour mental sur ses décisions. Elles vivent comme si elles exécutaient des commandes, sans pause pour réfléchir. Pour ces personnes, le silence de l'esprit n'est pas une méditation, c'est une absence. Des études utilisant l'imagerie cérébrale fonctionnelle ont révélé qu'il existe des cerveaux où l'activité du réseau dit du mode par défaut, associée à l'introspection, à l'autoconscience et à l'imagination constructive, est minimale, voire quasi nulle. Ce réseau, qui s'active lorsque nous sommes au repos, en train de rêver éveillé ou de revisiter nos pensées intérieures, ne s'illumine tout simplement pas de la même manière chez tout le monde. Chez certaines personnes, il semble rester en veille. Et il ne s'agit pas d'une limitation cognitive. Beaucoup de ces personnes accomplissent parfaitement leurs tâches quotidiennes. Elles travaillent, communiquent, prennent des décisions pratiques. Mais tout cela se fait sans un centre conscient pleinement actif. Ce sont des organismes biologiques très efficaces, mais pas forcément éveillés. Elles sont fonctionnelles, mais pas réflexives. Elles sont vivantes, mais pas présentes à elles-mêmes. Ce qui est le plus troublant dans tout cela, c'est que cette découverte ne surprend pas ceux qui ont lu Allan Kardec attentivement. Au XIXe siècle, sans accès à la technologie cérébrale, Kardec a entendu des esprits affirmer que la conscience n'est pas une caractéristique automatique de l'incarnation. L'âme peut être à un stade initial, sans clarté de soi, sans maîtrise de ses propres pensées, simplement en train de traverser l'expérience physique comme on accomplit un cycle biologique nécessaire mais inconscient.
Cette vérité, si inconfortable, a été mise de côté pendant longtemps. Mais aujourd'hui, la science, avec ses propres outils, commence à la voir émerger, et elle doit lui donner un nom. Certains parlent d'esprit fragmenté, d'autres postulent que la conscience pleine est une rareté, que tout le monde ne vit pas avec la même profondeur. Et cette hypothèse, de plus en plus soutenue par des données empiriques, confirme ce que le spiritisme savait déjà. Le véritable être humain ne se définit pas par l'apparence ni par l'intellect, mais par la présence de l'esprit conscient, éveillé, actif. Et c'est justement dans cette absence de réflexion que nous commençons à toucher un point encore plus profond, plus philosophique, et donc encore plus dérangeant. S'il existe des êtres humains qui ne pensent pas consciemment, qui n'accèdent pas au plan de l'introspection, qui vivent comme s'ils ne faisaient que réagir au monde sans rien créer à partir d'eux-mêmes, alors quel est leur rôle dans la réalité? L'hypothèse de la simulation, présentée par le philosophe Nick Bostrom, suggère que ce que nous appelons la réalité n'est peut-être pas la réalité ultime. Il pourrait s'agir d'une construction, une simulation créée par des intelligences supérieures, humaines ou non, où la majorité des éléments existent seulement pour composer le décor. Dans cette idée apparaissent les PNJ, personnages non jouables, des entités qui ne sont pas conscientes, mais qui sont là, dans le jeu, pour donner l'impression que le monde est plein de vie. Elles réagissent, interagissent, suivent des routines, mais n'ont pas de centre, pas d'expérience subjective, pas d'intériorité. Et cette théorie, que beaucoup ont vue comme une spéculation futuriste, entre en résonance directe avec ce que les esprits ont révélé à Allan Kardec. L'idée que tous les êtres humains ne sont pas également éveillés, que beaucoup évoluent encore dans les premières étapes de l'âme, semble aujourd'hui faire écho aux concepts les plus audacieux de la philosophie contemporaine de l'esprit. La différence entre un esprit conscient et une figure simplement fonctionnelle n'est pas une abstraction mystique, c'est une distinction ontologique. Dans la simulation que nous appelons la vie, tout le monde n'est pas là pour jouer. Certains sont des éléments du décor. Ils font partie du système comme des pièces qui ne font que suivre des ordres. Leurs pensées ne naissent pas de l'esprit, mais du conditionnement. Leurs actions sont des reflets, pas des choix. Leurs paroles, des échos du collectif, pas le fruit d'une élaboration personnelle. Cette vision, bien que dérangeante, fait sens face à ce que nous observons autour de nous. Combien de personnes as-tu rencontrées qui vivent comme en mode automatique, qui répètent des phrases, des croyances, des comportements, sans jamais les remettre en question, qui suivent le script avec une telle précision qu'on dirait qu'elles sont presque programmées? Le hard problem of consciousness, le problème difficile de la conscience, nom donné par David Chalmers à l'énigme philosophique la plus troublante de notre époque, tourne justement autour de cela. Comment pouvons-nous être certains que les autres ont une conscience comme la nôtre? Comment prouver qu'un être qui parle, marche, répond et sourit ressent vraiment quelque chose à l'intérieur? La vérité, c'est que nous ne le pouvons pas. Et si la conscience n'est pas observable, mais vécue, alors tout ce que nous voyons peut être une imitation parfaite de la vie, sans vie réelle à l'intérieur. Kardec n'a pas utilisé les termes « simulation » ou « PNJ », mais il a décrit avec précision l'existence de ces êtres. Il parlait d'esprits inférieurs, encore à l'état primitif, dont l'incarnation est une étape d'expérimentation, pas de conscience. Des esprits qui réagissent, mais ne comprennent pas, qui vivent, mais ne se sont pas encore éveillés. Et aujourd'hui, la science et la philosophie moderne commencent à confirmer que la conscience n'est pas un don universel, mais une conquête. Esprit qui ne s'éveille pas, la tristesse des âmes non évoluées. Et peut-être que le plus troublant n'est pas de savoir que ces êtres existent, mais de réaliser que, pour la plupart, ils n'ont même pas choisi d'être ainsi. Ils ne sont pas maléfiques. Ils ne sont pas cruels. Ce sont simplement des âmes qui n'ont pas encore fleuri. Des esprits à un stade embryonnaire, des existences qui n'ont pas encore accédé au champ de la lucidité spirituelle. Tels des graines endormies dans l'hiver de la conscience, ils sont ici pour accomplir des cycles, répéter des processus biologiques, vivre le contact avec la matière. Mais ils ne se reconnaissent pas qu'un espace encore comme des étincelles éternelles. Pour ces êtres, la vie n'est pas questionnement.
C'est automatisme. Il n'y a pas de voix intérieure, seulement des impulsions. Ils ne nient pas l'esprit parce qu'ils le rejettent. Ils ne l'ont simplement pas encore rencontré. Ils sont au début d'un long voyage, et même s'ils paraissent vides au premier regard, ils font partie d'un plan plus vaste, où tout a son temps. Ils ne sont pas à rejeter, ils sont inachevés, et cette différence est essentielle. Allan Kardec, même en révélant l'existence de ces consciences endormies, ne l'a jamais fait avec mépris. Son attitude était celle d'une observation compatissante. Il voyait ces esprits comme des enfants spirituels, encore incapables de comprendre ce qui les entoure. Des esprits qui vivent à la surface de l'existence, réagissant au monde, mais sans y plonger avec conscience. L'erreur serait de juger ou d'écarter. Le vrai défi est de reconnaître qu'il y a là une âme en devenir, encore enveloppée dans les brumes de l'ignorance. Et c'est justement dans ce contraste que surgit quelque chose d'encore plus profond. S'il y a ceux qui dorment, il y a aussi ceux qui ont commencé à s'éveiller. Et tu le ressens, même sans pouvoir l'expliquer. Parce qu'il est impossible de vivre entouré de coquilles vides sans, à un moment, percevoir que tu n'es pas comme eux. Tu ressens le bruit derrière les répétitions. Tu remarques l'absence derrière les sourires. Tu entends un appel qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui est né en toi. Ce malaise silencieux, cet inconfort face à la normalité, est le premier signe. Tu ne te contentes plus de réponses toutes faites. Tu ne te satisfais plus du scénario imposé. Il y a un feu discret qui grandit en toi, une étincelle qui veut devenir flamme. C'est le début de l'éveil. Et non, cela ne te rend pas meilleur que les autres. Mais cela te place dans une position délicate, car celui qui voit ne peut plus faire semblant de ne pas voir. L'éveil n'est pas une récompense, c'est un appel. Tu as été appelé à voir, à ressentir, à percevoir ce que la majorité ne voit pas. Et avec cela vient le poids de la responsabilité, pas celle de convaincre les autres, mais celle de soutenir ta propre lucidité dans un monde conçu pour éteindre la lumière de ceux qui pensent. Si tu es ici, si tu comprends cela avec le cœur et non seulement avec l'esprit, alors tu n'es déjà plus au même endroit. Tu as franchi un seuil invisible. Ton âme commence à se souvenir d'elle-même. Et c'est à ce moment du chemin que beaucoup hésitent, parce que percevoir le vide autour de soi n'est que la première étape. Le vrai défi commence quand tu comprends que tu dois rester éveillé, même entouré de regards qui ne voient pas, de gestes qui ne font que répéter, de voix qui ne savent pas ce qu'elles disent. Et cela demande du courage. Pas le courage d'affronter le monde avec force, mais celui de maintenir ta conscience quand tout autour invite à l'oubli. Le système n'accueille pas les éveillés avec des fleurs. Il répond par la résistance, la moquerie, l'exclusion subtile, parce que celui qui s'éveille dérange. Sa présence pousse l'autre à se voir, et beaucoup ne supportent pas encore ce miroir. C'est pourquoi les lucides apprennent à marcher avec légèreté. Ils apprennent à guider sans imposer, à illuminer sans éblouir, à protéger leurs vibrations sans s'isoler du monde. C'est la sagesse silencieuse de ceux qui ont commencé à se souvenir de qui ils sont. Il ne s'agit pas d'évangéliser, de convaincre, de prêcher. Il s'agit de vivre avec cohérence, d'être ce que beaucoup ne sont pas encore, et, pour cela même, d'être phare, d'être pont. D'être silence lucide au milieu du bruit. L'éveil ne te rend pas meilleur, mais il te rend responsable, parce que maintenant tu sais. Et ce que tu fais de ce savoir, c'est ce qui détermine le prochain cycle de l'âme. Et alors vient la question que personne ne peut éviter. Et maintenant que tu sais, maintenant qu'il s'est ouvert quelque chose en toi, qu'un ancien souvenir s'est rallumé, tu réalises que tu ne peux plus faire semblant de ne pas avoir vu. La conscience, une fois activée, ne s'éteint plus. C'est comme une cloche qui a sonné dans l'âme. Le son peut s'atténuer avec le temps, mais il ne cessera jamais de vibrer. C'est un appel. Et, comme tout appel véritable, il n'exige pas une réponse immédiate. Mais il ne peut pas être ignoré pour toujours. C'est le moment où l'esprit s'engage, non pas envers le monde extérieur, mais envers son propre processus intérieur. La vie cesse d'être un hasard et devient une mission. L'ordinaire se transforme en symbole. Les rencontres prennent un autre poids. Les défis deviennent des leçons. Et tu commences à avancer avec un sens qui ne s'explique pas avec des mots, mais que tu ressens avec clarté.
Ce ne sera pas facile, car la route des éveillés est solitaire par moments, mais elle est sacrée. C'est le chemin de ceux qui décident de sortir du rôle de figurant dans le monde pour devenir les protagonistes de leur propre existence. De ceux qui comprennent que la véritable transformation du monde commence dans l'invisible, dans l'intime, dans le profond. Et maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, il est déjà trop tard pour revenir en arrière, parce que quelque chose en toi s'est mis en mouvement. Quelque chose est déjà différent, et cela suffit, car le changement ne commence pas par des révolutions. Il commence par un regard, par une décision silencieuse, par un éveil intérieur. Et avant que tu partes, il y a quelque chose d'important que tu dois savoir. Une vidéo spéciale, profonde et révélatrice a été préparée pour compléter tout ce que tu viens d'entendre ici. C'est l'étape suivante de ce chemin d'éveil. Alors, ne pars pas tout de suite. Clique sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran et on se retrouve là-bas. Je t'attends de l'autre côté. La différence entre les hommes et les femmes. Les hommes ont besoin d'être appréciés et les femmes ont besoin d'être comprises. Les hommes ont besoin de respect et les femmes ont besoin d'amour. Les hommes ont besoin de confiance et les femmes ont besoin d'attention. Les hommes ont besoin d'encouragement et les femmes ont besoin de réassurance. Les hommes ont besoin de loyauté et les femmes ont besoin de dévotion. Les hommes ont besoin de se sentir utiles et les femmes ont besoin de créer. Les hommes ont besoin d'admiration et les femmes ont besoin de validation. Kadhafi a signé son arrêt de mort lorsqu'il a décidé de créer une monnaie commune à l'Union africaine. Car je vous rappelle que la Libye fait partie de l'Union africaine. Que le siège de cette banque, de la banque qui devait émettre cette monnaie, avait déjà été fixé au Cameroun. Je vous rappelle que dans le cadre du financement de cette banque, l'État libyen apportait 90% du capital requis. Ce qui permettait ainsi à l'Union africaine de sortir des griffes, ou des pays membres de l'Union africaine, de sortir des griffes des bailleurs de fonds internationaux dont l'aide repose sur le dollar. Ça a été pour lui une erreur cardinale, car à partir du moment où il a pris cette décision, il a heurté de front les intérêts des États-Unis et du dollar américain. Et vous avez un deuxième élément. Du temps du régime, les compagnies pétrolières étaient strictement encadrées. Elles avaient des zones qui étaient exploitées, certes, mais elles avaient un quota de production qu'elles ne pouvaient pas dépasser. Il y avait des conditions financières extrêmement sévères. Prenez l'exemple de Total. Total devait reverser à l'État libyen plus de 85% du résultat de l'exploitation des zones pétrolières. À partir du moment où le régime tombait, eh bien, chaque compagnie a fait ce qu'elle a bien voulu faire. Comment on fait pour réduire le QI de la population au niveau de celui d'une étoile de mer? Quel est le processus? Belle entrée en matière, ça résume bien la situation. Comment on fait? On fait peur aux gens, on les effraie, on les isole, on les monte les uns contre les autres. Du coup, on active vraiment des systèmes de protection en fait. On est tous câblés pour gérer du stress, donc du coup voilà, on les isole, on les effraie, on leur dit qu'ils vont mourir ou qu'on va tous mourir, et du coup ça fait disjoncter leur cerveau tout simplement et avoir des réactions ensuite de déconnexion et d'obéissance. Donc quand tu es dans cet état de stress, tu peux pas réfléchir de manière cartésienne, c'est pas possible. Pourquoi? Exactement. En fait, on a un système nerveux qui fonctionne de manière globale habituellement. Quand on est sans stress, on peut réfléchir, on peut avoir accès à nos émotions, on peut construire une pensée. Mais quand on est sous stress de manière intense, sans de moment de récupération, on a des choses qui s'activent dans le système nerveux et qui, comme se débranchent. Donc toute la partie du néocortex, qui est la partie la plus évoluée de notre cerveau, qui permet de réfléchir, de mettre du sens sur les choses, est débranchée, est déconnectée de notre appareil à sentir, de notre appareil émotionnel. Donc en gros, quand on est sous stress, on ne peut plus penser, on est dans des réactions automatiques complètement irrationnelles. Le gentil, c'est qui? C'est celui qui a le pouvoir d'être méchant, mais qui fait le choix de pas l'être.
Donc, dans la gentillesse, il n'y a pas une faiblesse. Il y a la force. Il y a la force d'être méchant comme les autres, de hurler avec les loups. Le gentil, c'est un loup s'il le veut. Mais il décide qu'en réalité, la méchanceté, c'est la faiblesse. Et que la vraie force, la vraie puissance, c'est d'être gentil. Nous devons des excuses. La colonisation algérienne ne ressemble à aucune autre colonisation. Nous ne savons pas pourquoi la France a conquis Alger en 1830. C'est un acte politique impensé. Charles X était bousculé par les libéraux en France. Il mène une opération militaire pour sa gloire personnelle. Il perd le pouvoir. Alger, c'est le 5 juillet 1830. Il perd le pouvoir. Le 30 juillet, Louis-Philippe lui succède. Personne ne sait quoi faire en Algérie. L'armée est livrée à elle-même sur le terrain. À partir de là, va commencer la conquête de l'Algérie, tellement violente qu'en 1845, il y a une campagne de presse européenne pour la dénoncer. Le maréchal Thomas Bugeaud s'est comporté comme un boucher. Il est honoré aujourd'hui par une avenue à Paris. C'est un scandale. Alors, on a volé les terres aux Algériens. On a empêché la scolarisation de 5 générations d'Algériens qu'on a condamnés à l'ignorance et à l'analphabétisme, et on a lancé du napalm sur les villages algériens. Nous devons des excuses, Pascal ? Personne ne parle de la vraie raison pour laquelle les gens intelligents s'isolent socialement. Ce n'est pas par choix, c'est par lucidité. Plus tu développes ton intelligence, plus tu perçois les masques sociaux, les conversations vides, les rires forcés. Combien de fois tu as acquiescé sans réfléchir juste pour éviter d'être différent? Schopenhauer l'avait compris il y a des siècles. La solitude n'est pas une punition, c'est le refuge des esprits éveillés. Ce n'est pas que tu te crois supérieur, tu vois simplement au-delà des apparences. La vérité, la majorité des interactions sociales ne sont qu'un théâtre où chacun joue un rôle pour obtenir de la validation. Mais quand tu commences à voir les ficelles impossibles de continuer à jouer, ce n'est pas de l'antisocialité, c'est un choix conscient de privilégier l'authenticité à la superficialité. Et tu sais quoi? Cette solitude que les autres craignent t'en devient ton plus grand atout. Est-ce que vous savez combien coûte le bracelet du Nicolas? Est-ce que vous avez une idée? Et qui va payer les 7 années qu'il va passer derrière, dans un château? Oui, parce que c'est dans un château qu'il va passer 7 années. Oui, 7 ans. Eh ben oui, parce que Nicolas, c'est quand même pas n'importe qui. Ce sera dans un immense château de 12 mètres carrés. 12 mètres carrés. Moi, je vous le dis, combien ça coûte? Ça va coûter tout ça. C'est 50 millions d'euros. Et qui va payer? Qui va payer? Alors, je résume l'histoire pour ceux qui n'ont pas suivi les événements. Nicolas fait un pacte secret avec un puissant chef d'État africain, le grand Mouammar. Il lui dit, tu me paies ma campagne présidentielle, et puis en échange, eh bien, je t'aiderai à créer les États-Unis africains. Je t'aiderai à te libérer des colons occidentaux qui pillent les richesses de l'Afrique depuis des siècles. Pacte conclu entre le petit Nicolas et le grand Mouammar. Seulement un problème. Avec tous ses copains, Nicolas, une fois élu, bombarde la Libye, sans même l'accord de l'ONU. Il envoie des bombes. Il envoie des bombes sur la Libye. Donc, Mouammar a donné 50 millions d'euros à Nicolas, et en remerciement, Nicolas lui balance des bombes sur la gueule. Alors Mouammar, il est énervé. Il dit, dis donc, c'était pas dans notre accord, ça. Tu me plantes un poignard dans le dos. Oui, c'est vrai, répondit le petit Nicolas. Mais je suis obligé. Je ne suis pas seul à décider, c'est la politique internationale qui veut ça. C'est compliqué, la politique, tu sais. Bon, toi, peut-être pas tout comprendre, hein. Mes copains ne veulent pas que l'Afrique s'émancipe. Parce que si l'Afrique s'émancipe, alors elle deviendra forte, et nous, les Occidentaux, nous deviendrons pauvres. Nous deviendrons vos esclaves, et vous, les Africains, vous nous poserez des bracelets aux pieds. L'Afrique, on l'a toujours exploitée, et on ne va certainement pas changer aujourd'hui. À partir de là, Nicolas et ses copains poussent les remerciements jusqu'à l'assassinat du grand Mouammar. Ils le traitent même de dictateur et l'accusent de tous les vices, de toutes les perversions. Il y a un proverbe qui dit que quand on veut tuer son chien, eh bien, on l'accuse de la rage. Donc, Mouammar sera tué après torture, après humiliation. Il faut bien comprendre que ce n'est pas Mouammar qu'on a tué dans cette histoire, non.
mais plutôt l'Afrique. Les Occidentaux ont tué l'espoir d'une Afrique indépendante et puissante. Muammar voulait une grande Afrique avec une monnaie africaine indépendante du dollar. Muammar était l'espoir de toutes les Africaines, de tous les Africains. L'Afrique, c'est 3 fois la surface de l'Europe. Donc logiquement, elle devrait être 3 fois plus puissante d'un point de vue économique. Et si elle est pauvre actuellement, c'est parce que les colons occidentaux l'ont exploitée et l'exploitent encore jusqu'au sang. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quand Muammar a été tué, puis enterré dans le désert, son corps s'est décomposé, tout à fait normalement, selon les lois physiques normales, selon les lois de la nature. Mais son esprit est toujours vivant. Un esprit ne meurt pas, ne meurt jamais. Une âme est éternelle. Depuis qu'il est mort, l'âme de Muammar plane sur la tête de ses assassins. Ils ont balancé des bombes sur mon peuple. Comment leur renvoyer l'appareil? Alors il a commencé par remercier le petit Nicolas en lui offrant ce fameux bracelet. Magnifique ce bracelet, magnifique. Il se porte à la cheville. Bon, c'est à la cheville que les Blancs enchaînaient les esclaves noirs. Muammar connaissait très bien les goûts bling-bling de Nicolas. Le petit Nicolas, il adore les montres, les pendentifs, les bracelets, bref, tout ce qui brille, tout ce qui coûte cher et tout ce qui épate la galerie. Or, un bracelet électronique est unique au monde. Il n'y a pas beaucoup de présidents de république dans le monde, sur la planète, qui réussissent à l'obtenir. Il coûte une fortune ce bracelet, 50 millions d'euros, mais ce n'est pas fini. Le fantôme de Muammar lui a également offert 7 ans de vie de château, dans un superbe château d'une surface totale de 12 mètres carrés. 12 mètres carrés pendant 7 ans, c'est parfait pour méditer. Là, il n'y a pas de distraction, pas de futilité. Nicolas est le représentant de la France. Donc Nicolas humilié sous bracelet, c'est la France qui est humiliée. Et si la France est humiliée, eh bien ce sont les Français qui sont humiliés. Bref, quand les Occidentaux ont bombardé la Libye sans l'accord de l'ONU, aucun Français n'a défilé dans les rues pour s'y opposer. Aucun. Bon, on s'en fiche nous, ça ne nous concerne pas, c'est loin de chez nous, on s'en fout. C'est pour cette raison que les Français sont humiliés par le bracelet électronique du petit Nicolas. Parce qu'ils sont coupables. Parce que nous sommes tous coupables. Parce que je suis coupable de crimes passifs. Moi, je propose que ce bracelet électronique soit placé au sommet de la Tour Eiffel, ou plutôt à l'un de ses pieds, pour que les Français n'oublient jamais que l'Afrique, eh bien, c'est un continent comme les autres. L'Afrique mérite notre respect, ainsi que ses habitants. Moi, je dis, vive la France, vive l'Afrique, vive les humains. Si tu souhaites te séparer d'une meuf sans la faire souffrir, ni même passer pour un connard, écris-lui tous les jours. Réponds à ses messages immédiatement. Fais-lui des compliments chaque fois que tu la vois. Donne-lui toute ton attention. Fais-en ta priorité. Et tu verras qu'elle-même, elle prendra ses distances. L'Algérie est une dictature, l'islamisme est un intégrisme terrible, et il faut le dire. Donc voilà, sinon on n'aurait pas l'air, on ne serait pas sérieux de qualifier ça autrement, quoi. Ce qui fait de vous un dissident, mais vous ne voulez pas quitter l'Algérie. Vous n'avez jamais souhaité quitter votre pays, quoique en butte aux accusations et aux menaces perpétuelles et répétées. Je n'accepterai jamais d'être poussé à quitter l'Algérie. Si je quitte l'Algérie, c'est de mon propre chef, oui. Parce que j'ai envie d'aller vivre ailleurs. Vous aviez un ami qui s'appelait Tahar Djaout, oui, un écrivain qui a pris une balle dans la tête des islamistes et qui disait « Si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors parle et meurs. » Voilà. Alors moi, je parle et j'essaie de pas mourir. Le but de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui aux États-Unis, c'est de faire des enfants qui sont malades tout de suite. Parce que ça permet, c'est une rente. Un enfant malade qui va être malade à partir de 6 ans à cause de toutes les saloperies qu'on lui a collées dans le corps. Il va être malade et il va prendre des médicaments pendant les 80 ans qui suivent. Il y avait quasiment pas d'enfants malades structurellement il y a 40 ans. Et aujourd'hui, vous en avez des centaines de milliers, donc. Énergétique. Alors, très concrètement, je pense que la solution réside dans notre capacité à relancer la croissance par le vert. Voilà, c'est son fameux une croissance verte basée sur des énergies renouvelables. C'est faux, excusez-moi, c'est faux. Je suis désolé de vous contredire, c'est faux.
Voilà, vous mentez éhontément au public, à l'opinion publique. Je suis désolé, hein. C'est irresponsable, Sophia, ce que vous êtes en train de dire. Vous savez très bien comme moi que la croissance verte, ça n'existe pas. C'est une illusion totale, c'est un leurre. Voilà. Mais bon, je comprends que vous soyez obligé de mentir parce que c'est un petit peu votre métier, hein. Et puis, d'autre part, vous êtes un petit peu prisonnière d'un système, et carrément même prisonnière d'un système qui n'est pas au service des hommes, qui n'est pas au service de l'humain, qui n'est pas au service de l'intérêt général et qui n'est certainement pas au service du vivant. Voilà, vous êtes au service d'un système mortifère qui n'a pour seul but que la préservation des intérêts, des privilèges d'une caste, je dis bien une caste, hein, pas une classe, une caste dominante, hein, qui est aveuglée par son seul profit. Voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là parce qu'après vous allez me taxer d'extrémiste. Madame la ministre, les énergies vertes dont vous parlez, elles nécessitent des matériaux qui ne sont pas renouvelables. Et ces énergies vertes, pardon, elles ne sont pas suffisantes. Alors arrêtons, je vous en supplie, arrêtons avec ce mythe de la croissance infinie sur une planète aux ressources finies. Parce que là, nous sommes dans l'impasse. Voilà. Et ça, Madame la Ministre, elle va pas vous le dire. C'est pour ça qu'elle ment et qu'elle ne dit pas la vérité. Pourquoi? Parce que soit on continue la croissance et tout s'écroule, soit on arrête la croissance et tout s'écroule. Nous allons vivre l'effondrement de notre civilisation. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune institution dans ce pays ou ailleurs qui n'est prête à affronter ce qui va se passer. Voilà. Alors moi, aujourd'hui, parce que ça fait 50 ans hein, qu'on leur dit, hein, ça fait 50 ans, depuis les années 70, depuis le rapport Meadows en 72, rappelez-vous, hein, et toutes les années, le GIEC ne cesse de vous le rappeler également. Mais rien ne se passe, on n'inverse pas le processus. Donc moi, aujourd'hui, je suis venu ici pour lancer un appel. J'exhorte les pouvoirs publics, le gouvernement a engagé des milliards dans un effort de guerre historique pour essayer de créer une société qui soit durable. Voilà. Et si les politiques ne prennent pas leurs responsabilités, eh bien il va falloir leur imposer. Quand bien même ce soit par la force, parce qu'il y en a assez, il y en a marre, vous voyez, que ces gens-là, hein, jouent avec nos vies, ça suffit. Et je vous conseille d'anticiper ce qui va se passer. Parce que la catastrophe est imminente et les conséquences vont être désastreuses. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de vous réorganiser, essayer de créer des pôles, des réseaux d'entraide entre vous, dans vos villes, hein, dans vos villages, dans vos quartiers. Il faut que nous arrivions aujourd'hui, il faut que nous arrivions à regagner en autonomie. Il faut absolument que nous sortions du système tel qu'on le connaît. Et ça se passe aujourd'hui, pas demain. On peut éviter les famines, on peut éviter le manque d'eau, on peut éviter les millions de morts, on peut éviter les exodes, on peut tout éviter. Il ne tient qu'à nous. On n'évitera pas l'effondrement, mais on peut y survivre. You will be still, you went mine, you went still, you went name, no, Western, you went better, stand there, line, no, went head, you went stand, you went better, stand there, ladder, say, ladder, say, ladder, say, ladder, say. N'achète jamais d'iPhone si tu n'as pas vérifié ça avant. Rends-toi dans les paramètres, puis dans Général. Va ensuite dans Informations et regarde le début du numéro du modèle. Si c'est un M, ça veut dire que l'iPhone est neuf. Si c'est un F, il est reconditionné. Si c'est un P, il est personnalisé. Et si c'est un N, il a été remplacé par Apple. Les chiffres à côté indiquent où est-ce qu'il a été vendu. Si c'est LL, c'est des États-Unis. CH pour la Chine. C pour le Canada. F pour la France, JP pour le Japon et PY pour l'Espagne. Les dirigeants du monde ont très bien compris comment nous faire perdre notre liberté. Un des pères fondateurs des États-Unis, Benjamin Franklin, disait cette phrase emplie de vérité et qui est encore d'actualité aujourd'hui. Il disait « Un peuple qui abandonne un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. » Et effectivement, ceux qui veulent le pouvoir sur la population ont bien compris qu'il suffit de mettre la population en état
climat d'insécurité, et cette population prise par cette peur de l'avenir, cette peur de la crise, cette peur du chômage, cette peur du changement climatique, etc., va accepter de laisser un peu de ses libertés et un peu de ses droits fondamentaux pour être sécurisée. Sauf que, en fin de compte, on se rend compte que ni la sécurité ni la liberté ne seront gagnées par le peuple. Et c'est comme ça que les populations, petit à petit, perdent de plus en plus leur souveraineté. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent, tous les musulmans ont l'obligation de participer au djihad. Le prophète Mahomet, la paix soit sur lui, a dit que le jour du jugement dernier ne viendra que lorsque nous aurons conquis Rome. Ce jour-là ne viendra que lorsque la Maison Blanche sera à nous. Voilà la promesse du Tout-Puissant, mes frères. Les propos d'Anjem Choudary sont clairs. Il s'agit d'un appel à la guerre contre l'Occident et ses valeurs. Et les autorités laissent faire au nom de la liberté d'expression. Mais face à cette passivité, une partie des Britanniques tente de réagir. Et si je vous disais qu'une partie de l'histoire de l'Algérie se cache à plus de 20 000 kilomètres, perdue au milieu du Pacifique, une histoire méconnue, ignorée des livres d'histoire, celle des Algériens exilés en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi des Algériens se sont-ils retrouvés si loin de chez eux? Que leur est-il arrivé? Et surtout, que reste-t-il aujourd'hui de cette page oubliée? Accrochez-vous, car cette histoire va vous bouleverser. Tout commence en 1871, en pleine colonisation française de l'Algérie. Après plus de 40 ans d'occupation, la révolte gronde. Elle est menée par Cheikh El Haddad et Mohamed El Mokrani, deux figures emblématiques de la résistance kabyle. Le soulèvement est gigantesque. Plus de 250 000 Algériens prennent les armes contre la France. Mais après plusieurs mois de combat, la révolte est écrasée dans le sang. La répression est impitoyable. Plus de 6 000 Algériens sont tués, 200 villages détruits. Mais le pire est à venir. Après la défaite, la France veut faire un exemple. Plus de 2100 Algériens sont condamnés à l'exil. Direction l'autre bout du monde, la Nouvelle-Calédonie. Parmi eux, des chefs de tribus. Einstein disait « Toute personne sérieusement impliquée en science finira par découvrir qu'un esprit intelligent supérieurement plus grand que celui de l'homme se manifeste dans les lois de l'univers. » Les gens qui disent c'est le hasard ou c'est les multivers, je leur donne souvent une analogie. Je leur dis écoutez, le hasard c'est très gentil mais ça peut marcher parfois, mais regardez, si vous organisez un loto sur l'ensemble de la planète, il y a bien un gars qui va gagner. Donc vous allez interviewer cette personne, vous lui dites écoutez, c'est formidable, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit j'ai eu beaucoup de chance. Mais le lendemain vous faites un nouveau loto sur l'ensemble des 7 milliards d'habitants de la planète, et c'est encore le même qui gagne. Là, vous allez interroger, il dit j'ai eu vraiment de la chance et tout ça. Le surlendemain, vous refaites un loto et c'est toujours le même qui gagne. Mais là, c'est la police qui va venir le voir. Et lui, s'il dit qu'il a de la chance, ça ne nous va pas. Il faut une autre explication. Nous, on n'a pas gagné 3 fois à la loterie, on a gagné 30 fois sur des chiffres qui sont bien plus grands que 7 milliards. Comment ça se fait qu'on a gagné? Il faut bien une explication. L'explication la plus rationnelle, la plus logique, c'est de dire que ce que dit la Bible, c'est que Dieu est un artisan qui a tout réglé avec mesure, nombre et poids. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand les gens vous demandent ce que vous faites dans la vie, clairement, c'est pas pour s'intéresser fondamentalement aux tâches de votre métier, d'accord? C'est pas pour savoir comment s'organisent vos journées, ce que vous devez y faire. Non, non. C'est plus pour savoir quel niveau social vous avez, quel degré de considération ils vont vous accorder, quel niveau de respect, et si vous avez réellement de l'intérêt pour eux. Voilà. C'est tout. Et quel genre d'opération faisiez-vous? C'était des opérations clandestines. Nous étions impliqués dans des coups d'État, nous prenions le contrôle de pays pour d'autres dirigeants. Nous étions impliqués au Mozambique en propageant le virus du sida par voie médicale. Nous étions impliqués en Angola avec le docteur Jonas Savimbi pour diverses opérations. Nous accordions un soutien militaire. Donc, des gens ont été tués pendant ces opérations? Absolument. Yoran, je vais juste reposer la question et tu pourras intervenir. Ok. Vous avez parlé de propagation active du sida. Il y avait une unité du SAIMA. 1
L'une de nos attributions était d'aller dans des pays africains. Et comment ça se passait exactement? Par inoculation. Par le biais de vaccins? Oui, par le biais de vaccins. En faisant semblant de vacciner des gens et ce genre de choses. L'idée étant de tuer des Noirs. Oui, d'éradiquer les Noirs. Vous devez comprendre que le concept était que le sida était un tueur. Il était incurable à l'époque, alors on nous laissait croire que si on infectait les gens, c'était une méthode rapide et non militariste pour... Est-ce que tu as déjà vu une personne dont on dit qu'elle est super empathique péter les plombs lors d'un dîner ou en réunion de famille? En général, les gens s'offusquent. Ils disent qu'elle a totalement déraillé. Mais la vraie question, c'est pourquoi elle a déraillé. On adore côtoyer les gens super empathiques pour leur qualité relationnelle. On se sent écouté, accompagné, entouré, respecté. Mais parfois, elle te recadre sèchement, de manière très théâtrale, et là, tout le monde se fige. Parce que c'est pas leur genre, on les a jamais vus comme ça. Mais en fait, c'est pas un accident. C'est ce qui arrive lorsqu'une de leurs valeurs est piétinée, le respect ou la justice par exemple. C'est à ce moment-là que la qualité qu'on aime tant chez elle est poussée à l'extrême et qu'elle déraille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'empathie, c'est pas être douce et aimable en toutes circonstances. L'empathie, c'est ressentir profondément ce qui se passe. Mais si en tant qu'empathique, on ne pose pas un cadre clair dans notre relation à l'autre, si on ne sait pas reconnaître ce qui vient nous heurter, alors c'est notre ombre qui prend le relais. C'est pas parce qu'on est instable, c'est parce qu'on n'a pas repéré ce qui s'active en nous. J'ai cassé le chargeur à maman, j'arrive, je te fais montrer comment il est. Je vais me faire niquer par maman, alors là maman va me niquer. À chaque fois je fais des conneries, j'en ai marre. Putain, je fais des conneries, je m'en rends même pas compte, j'ai même pas fait exprès de le péter le chargeur, j'en ai marre. Le 11 septembre 2001, le monde bascule. 2 avions percutent le World Trade Center, l'Amérique est sous le choc. Mais si je vous disais que tout ça n'est peut-être pas ce que l'on croit. Et si cette tragédie cachait en réalité un détournement d'argent colossal et une excuse pour déclencher des guerres qui coûta 6 000 milliards de dollars aux Américains? Regardez bien ces faits troublants. La veille du 11 septembre, Donald Rumsfeld, secrétaire de la Défense, fait une annonce choquante. 2300 milliards de dollars ont disparu du budget du Pentagone. Le lendemain, boum! Le Pentagone est frappé par un avion, ou plutôt, selon plusieurs experts, par un missile. Aucune aile retrouvée, aucun moteur, juste un trou trop petit pour être un Boeing 757. L'impact a eu lieu pile dans la section où étaient stockées les preuves des milliards disparus. Comme par hasard. 2 mois avant les attentats, un certain Larry Silverstein signe un bail de 99 ans pour exploiter le World Trade Center. Il renégocie immédiatement l'assurance en y incluant une clause spécifique, protection contre les attentats terroristes. Et devinez quoi? Chaque matin, il prend son petit déjeuner au 91e étage de la tour Nord. Mais pas le 11 septembre. Ce jour-là, sa femme lui a fixé un rendez-vous médical d'urgence. Résultat, 4,5 milliards d'indemnisation, expliquant que ce sont 2 événements distincts. C'est le jackpot. On peut le dire, il a une sacrée chance de cocu. Hasard? Ou coïncidence troublante? Mais un incident d'avion peut-il réellement faire fondre l'acier? Des experts en ingénierie et en démolition contrôlée ont formellement contesté la version officielle. Selon le professeur Jones, physicien, un incendie de kérosène ne dépasse pas les 1000 degrés. Alors que pour faire fondre l'acier, cela doit être entre 1500 et 2000 degrés. Mais alors comment expliquer que des rivières d'acier fondu ont été découvertes sous les décombres du World Trade Center bien après l'effondrement? L'architecte Richard Gage et plus de 3000 experts en structure affirment que les tours jumelles ne se sont pas effondrées à cause des avions, mais à cause d'explosions internes synchronisées, comme une démolition contrôlée. Regardez les images. Effondrement parfaitement vertical, chute libre sans aucune résistance. Des témoins sur place ont affirmé avoir entendu une explosion avant l'impact de l'avion et des pompiers ont témoigné avoir entendu des détonations successives comme si des charges avaient été déclenchées étage par étage. Alors, accident ou destruction programmée? Mais ce n'est pas tout. Plusieurs heures après l'impact des avions, entre guillemets, la tour numéro 7 s'effondre, qui n'est pas du tout située collée au World Trade Center, mais bien plus loin. Aucun de l'avion l'a percutée, quelques feux mineurs, et pourtant, elle tombe parfaitement, verticalement, comme une démolition contrôlée. À l'intérieur, département de la justice, service secret, FBI, CIA. Des milliers de documents ultra sensibles disparaissent dans les flammes et Silverstein avouera à la télévision avoir décidé de piller le bâtiment.
un terme désignant démolition. Alors, simple coïncidence ou effacement de preuves? Par la suite, des pilotes professionnels ont tenté lors de simulations d'effectuer la même manœuvre qui a eu lieu sur la Twin Tower et aucun ne semble y parvenir. Mais alors, si ce n'est pas un avion, qu'est-ce que c'était? Est-ce qu'on nous aurait menti? Mais d'autres éléments troublants viennent s'y ajouter. Les jours précédant les attentats, Wall Street était en ébullition. Des ventes massives des actions de United Airlines, American Airlines, Delta Airlines et KLM ont été enregistrées. La banque Morgan Stanley, qui occupait 22 étages du World Trade Center, a vu ses actions bouger de manière inexplicable. Étions-nous face à un délit d'initié? Par exemple, le 5 septembre 2001, 27 options de vente sur United Airlines. Le 6 septembre, 2000 options de vente. Juste après le 11 septembre, les actions explosent. Mais qui savait et comment? Pourquoi les avions n'ont pas été interceptés par des chasseurs alors que le protocole l'exige? Pourquoi un passeport intact a-t-il été retrouvé alors que les caisses noires sont totalement détruites? Pourquoi la version officielle ignore-t-elle l'effondrement de la tour 7? Pourquoi le Pentagone a perdu des trillions de dollars et personne ne cherche à savoir? À qui profite réellement le crime? Le 11 septembre a été l'excuse parfaite pour détourner des trillions et lancer des guerres interminables. Et aujourd'hui, le Pentagone peine à justifier encore les audits et ses dépenses. Et Elon Musk demande des comptes. Le Pentagone est en panique. Dites-moi en commentaire si vous croyez que la version officielle tient réellement la route. N'oubliez pas de partager cette vidéo aux personnes qui pourraient être intéressées. Mais n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. Ok, on va se leur dire une bonne fois pour toutes. Si ça te tire vers le bas, ça dégage. Si ça te bouffe ton énergie, ça dégage. Si ça te manque de respect, ça dégage aussi. Les excuses, les faux amis, les relations toxiques, tout ce qui ne te fait pas grandir dans la vie, ça dégage. Il n'y a plus aucun temps à perdre avec ce qui ne t'apporte rien. Donc protège ta paix, garde ton focus et reste uniquement avec les vrais. Vous avez déjà tous vu des images de l'homme sur la Lune. Mais sont-elles réelles? C'est stupide. Comment pouvez-vous croire ça? Les gens inventent des histoires démentes sur n'importe quoi. Ce qui nous a vraiment surpris, c'est le nombre d'erreurs que la Maison Blanche a pu faire. Même un enfant de 10 ans n'y croirait pas. Nous avons vite réalisé que tout ceci était un fake. Le manque d'atmosphère sur la Lune est à l'origine d'énormes écarts de température. La caméra utilisée sur la Lune était un Hasselblad 500. Excellente caméra, mais sans aucune modification particulière. Et il n'était pas protégé pour la Lune. Or, en 2 heures, la température peut varier de plus 130 degrés au soleil à moins 150 degrés à l'ombre. Or, on sait qu'au-dessus de 50 degrés, la chaleur altère les réactions chimiques de la pellicule. Elle dilate le mécanisme de l'appareil et décolle les lentilles de l'objectif. D'autre part, le froid extrême rend la batterie inutilisable et fige la pellicule qui se brise comme du verre à moins 80 degrés. Alors si toutes ces images sont fausses, comment les Américains ont-ils fait pour filmer tout ça? Et surtout, pourquoi prendre un tel risque avec une si grosse supercherie? Pour comprendre, il faut revenir un petit peu dans le temps. Nous sommes en pleine guerre du Vietnam et les États-Unis sont empêtrés dans une guerre qu'ils ne pourront pas gagner. Le président Nixon est au plus bas dans les sondages. Il fallait frapper un grand coup pour redorer son image. Le projet Man on the Moon est alors créé. Les Russes vont envoyer... C'est pas le savoir qui rend intelligent. Être intelligent, c'est prendre la bonne décision, et qui plus est, au bon moment. Par exemple, maintenant, c'est quoi l'avenir qui t'attend, Matt? Tu vas passer le restant de tes jours à pleurer, à t'agiter dans ton lit pour t'endormir le soir? Ou tu vas puiser au fond de toi-même et trouver l'énergie nécessaire pour battre à nouveau les cartes que la vie t'a données? À toi de jouer. Maman, comment on sait si on aime quelqu'un? Oh, j'ai un truc pour toi, ma chérie, je viens d'entendre. C'est la règle des 3 A. Je sais pas si tu connais. Tu sais, quand tu trouves une personne super belle, c'est pas de l'amour, c'est de l'attraction. L'attraction sexuelle. Quand tu as des sentiments amoureux pour cette personne, c'est pas de l'amour, c'est de l'affection. Et quand tu as de la considération pour l'intelligence de cette personne, que tu aimes tout ce qu'elle réalise, c'est pas de l'amour, c'est de l'admiration. Et en fait, tu sais que tu aimes quelqu'un quand tu as les 3 A. L'admiration, l'affection et l'attraction. Mais il y a un truc que je veux absolument te dire, ma chérie, vraiment qui est hyper important. C'est que parfois tu aimes quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne personne pour toi. Pour savoir que c'est la bonne personne pour toi, il y a une autre règle, c'est la règle des 5 R. La bonne personne pour toi, c'est une personne qui te rassure, qui te respecte, qui te fait rire,
qui te fait rêver et qui te fait rayonner. Tu comprends ce que je veux dire quand je dis rayonner? Ça veut dire qu'elle te permet d'être davantage toi-même, encore plus joyeuse et encore plus toi. Tu vois, c'est le contraire d'une personne qui t'éteint. Je trouve ça hyper important de distinguer l'amour de cette bonne personne pour toi. Parfois c'est raccord, parfois ça l'est pas, donc sois bien vigilant à ce que je viens de t'expliquer là. On en vient à cette alerte de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, desserts, yaourts, lait, steaks végétaux, tofu ou encore biscuits, apéritifs. Les aliments à base de soja contiennent trop d'isoflavones. Ces substances végétales proches des hormones féminines ont des effets potentiellement nocifs pour la santé. L'Agence de santé invite à ne plus en servir en restauration collective. Explication avec Sarah Warney et Marion Vivreux. Il s'est fait une place dans nos assiettes. Le soja se consomme aujourd'hui sous diverses formes. Yaourt, sauce, tofu, boisson. Des produits transformés tous issus de cette graine, qui compte dans sa composition l'isoflavone, une substance végétale proche des hormones féminines. Consommée en quantité, elle est considérée comme un perturbateur endocrinien avec des effets toxiques sur l'appareil reproducteur, comme l'ont montré des études menées sur des rats. Au niveau du rat mâle adulte, on a observé des effets sur la glande mammaire. Chez ceux qui ont été exposés in utero, donc dans le ventre, aux isoflavones, des effets sur l'appareil reproducteur des rats mâles et sur la fertilité globalement. L'ANSES a établi des valeurs à partir desquelles la consommation de soja devient toxique, à savoir au-delà de 0,02 mg par kilo de poids de corps et par jour. Problème, la moitié des adultes qui consomment du soja dépassent ces seuils. Par exemple, boire un verre de boisson au soja, c'est dépasser de 15 fois la limite fixée pour les adultes. Consommer 100 g de tofu, c'est dépasser 38 fois le seuil sanitaire. Alors, pour réduire l'exposition des consommateurs, l'ANSES recommande à la restauration collective de ne plus utiliser de produits à base de soja. Dans cette structure qui élabore chaque jour 4500 repas pour les écoles et la mairie de Villejuif, on a pris en compte ces alertes dès 2005. On a toujours été extrêmement vigilants sur l'usage du soja. Ça ne veut pas dire qu'on le discrimine complètement, parce que c'est un bon produit avec un apport en protéines intéressant, mais ce taux d'isoflavone était inquiétant, et particulièrement pour les enfants qui sont en pleine construction, en plein devenir, et on a donc une attention particulière. Pour pouvoir consommer du soja sans risque, les industriels de l'agroalimentaire sont appelés à revoir leurs techniques de production et de transformation du soja afin de réduire les teneurs en isoflavone. Quant aux consommateurs, il leur est conseillé, en attendant, de diversifier leurs aliments d'origine végétale. Écoute bien ce que je vais te dire et enregistre. Si personne ne te voit comme son ennemi, c'est que tu n'es pas important. Si personne ne parle derrière ton dos, c'est que tu n'es pas intéressant. Si on profite de toi, c'est que tu as de la valeur. Si on t'imite ou on te copie, c'est que tu es charismatique et que tu as de l'influence. Si on te rabaisse, c'est que tu es au-dessus. Si on doute de toi, c'est que tu fais des choses qui semblent impossibles. La critique, c'est en quelque sorte une forme d'admiration. T'es obligé, tu t'es déjà posé la question. Quel est l'appel de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce que je suis censé faire? Comment il veut m'utiliser? Je vais te poser 2 questions qui t'aideront à répondre à celle-là. S'il te restait 30 secondes à vivre, 30 secondes uniquement, quel est le message que tu dirais au monde entier? Quelles sont les choses qui te tiennent à cœur, que tu voudrais absolument dire à tout le monde? Ce que tu ne voudrais pas emporter dans la tombe avec toi? Cette première réponse, elle te donnera déjà une idée de ce qui te tient à cœur, de ce pourquoi tu as envie de te battre. Deuxième question que je vais te poser est de savoir qu'est-ce qui te révolte? Qu'est-ce qui te prend aux tripes au point de vouloir te battre pour cette cause? Prends le temps de réfléchir à ça. Les 2 réponses à ces 2 questions révèlent beaucoup sur qui tu es et sur ce que Dieu a posé en toi. En petit bonus, tu peux aussi te demander quelles sont tes qualités. Et maintenant, prie et remets à Dieu tout ça. Toutes ces choses qu'il a placées dans ton cœur, demande-lui de te montrer comment tu peux agir pour ces choses-là. Certaines personnes ont appris très tôt à ne pas trop s'attacher, à ne pas trop dépendre des autres, même de leurs propres parents. Ce n'est pas un choix, c'est un mécanisme de survie. En psychologie, on appelle ça le détachement affectif. Souvent, ça commence dans l'enfance. Quand un enfant ne reçoit pas assez de sécurité, de tendresse ou d'écoute émotionnelle, il apprend, avec le temps, à ne plus attendre grand-chose. À force d'être ignoré, blessé ou déçu, il se construit une armure. Il devient indépendant, solide, fort. Mais à l'intérieur, c'est souvent gelé. Le détachement affectif, c'est quand tu te protèges en coupant les émotions. Tu ne laisses personne trop s'approcher, même si au fond tu en aurais envie. Tu évites les conflits, tu fuis l'intimité, parce que t'approcher, c'est risquer d'être abandonné. Et non, ce n'est pas que tu ne ressens rien. Au contraire, tu ressens beaucoup trop, mais tu ne sais pas toujours quoi en faire. Ce n'est pas une fatalité.
Reconnaître ce détachement, c'est le premier pas pour guérir. Avec du temps, de la conscience, parfois de l'aide, on peut réapprendre à faire confiance, à ressentir, à s'attacher sainement. Si tu t'es reconnu dans ces mots, sache que tu n'es pas seul. Et tu as le droit, toi aussi, à des liens qui font du bien. Les techniques de séduction qui te rendront 100 fois plus attirant. 1. Le principe de rareté. Faites en sorte de sembler disponible le moins que possible. En paraissant occupé ou difficile à contacter, l'autre personne vous accordera une plus grande importance. 2. Semez le doute. Poussez toujours la personne à se remettre en question, en insinuant subtilement qu'elle a tort ou a mauvaise mémoire. Cela créera une forte dépendance envers vous. 3. Le piège de la vulnérabilité. Partager une histoire personnelle ou un secret avec quelqu'un peut le faire se sentir spécial, comme s'il était le seul en qui vous avez confiance. Cela vous rendra beaucoup plus intime. 4. Le pouvoir de l'écoute. Écoutez avec attention ce que dit l'autre personne et répondez-lui de façon intéressée. Lorsqu'une personne se sent écoutée et comprise, ça crée naturellement du lien. 5. L'équilibre des compliments. Reconnaissez et appréciez régulièrement ses points forts, mais n'en faites pas trop. Un compliment sincère et bien dosé a bien plus d'impact qu'une flatterie répétitive, car il semblera plus authentique. Tu crois que t'es juste fatigué, mais en réalité t'es vidé, émotionnellement, mentalement et énergétiquement. Et ça, c'est pas du hasard. C'est pas juste une mauvaise passe. C'est le résultat de tout ce que tu portes en silence. Des relations où tu donnes tout et tu reçois rien en retour. Des projets où tu t'investis mais qui ne te nourrissent plus. Des journées où tu souris alors qu'à l'intérieur tu t'effondres. Ton cerveau en mode survie, ton système nerveux sous tension constante. En neurosciences, on parle de charge émotionnelle chronique. Ça use, ça vide, ça détruit lentement. Mais tu continues par habitude, par loyauté, par peur de décevoir. Et si aujourd'hui, t'arrêtais de survivre pour recommencer à vivre. Pas pour plaire, pas pour prouver, mais pour te respecter. Parce que tu mérites pas juste de tenir, tu mérites d'exister pleinement. Et parfois, la vraie force, c'est de poser tes limites et de te choisir. Je déteste un menteur plus qu'un voleur. Un voleur ne veut que mon salaire. Un menteur, lui, vise ma réalité. Voilà pourquoi l'intégrité et l'honnêteté sont si importantes dans la quête du succès. Un voleur peut te priver de tes biens matériels, des choses que tu peux regagner avec le temps et des efforts. Mais un menteur peut détruire ta perception, saper ta réalité et t'écarter de tes objectifs et de tes rêves. Le travail acharné repose sur la confiance en soi et en ceux qui t'entourent. Quand tu fais des efforts, que tu restes fidèle à tes valeurs et que tu restes honnête dans tes actions, tu bâtis une réputation de fiabilité et d'intégrité. Travailler dur ne se résume pas à l'effort physique. Il s'agit de maintenir un chemin clair et honnête vers tes objectifs. Souviens-toi donc, sois toujours prudent quant à ceux en qui tu as confiance, car tout le monde n'est pas ce qu'il semble être. Éloigne-toi des gens malhonnêtes et animés par de mauvaises intentions. Aime et suis-moi pour que nous grandissions ensemble. Les Allemands ont fait 6 millions de morts chez les Juifs, ils en ont fait 20 millions chez les Russes. Oui, mais là n'est pas la question. Les Américains ont fait 150 millions de morts chez les Indiens, et puis bon, qu'est-ce que vous voulez, voilà, c'est la guerre qu'il faut arrêter, c'est pas les anciens combattants qu'il faut... Il faut pas glorifier les anciens combattants, c'est pas un moyen d'arrêter la guerre, à mon avis. Non, bien sûr. Voilà, c'est tout ce que je veux dire, hein. Voilà. Moi, les mecs qui défilent avec des médailles sous presque qui étaient, je sais bien que c'est des victimes, mais que ceux qui ont eu la chance de pas vivre la guerre soient régulièrement alertés par ça, c'est faire de la publicité à la guerre, c'est tout. C'est tout, et c'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de faire de la publicité à la guerre. Il faut que les anciens combattants, défilent pas comme des victimes, mais se réunissent pour dire qu'il faut faire quelque chose pour que ça s'arrête. Il faut pas faire une publicité comme ça, c'est pas bien. Moi, je trouve ça pas bien. J'en veux au cinéma qui est fait autour de la publicité qu'on fait à la guerre de cette manière-là. Et je trouve que la guerre ne vaut pas qu'on lui fasse cette publicité-là, sauf si c'est orchestré sciemment. Madame, est-ce que vous avez quelque chose à... J'ai tout donné, et ça n'a pas suffi. Donne l'océan à la mauvaise personne, et elle n'en verra que des gouttes. Donne des gouttes à la bonne personne, elle y verra un océan. Le problème n'est pas ce que tu as donné, mais à qui tu l'as donné. Le syndrome du sauveur, c'est ce besoin irrépressible d'aider, de réparer, de sauver les autres, même au détriment de soi. Celui qui en souffre ne s'en rend pas toujours compte.
Mais il porte sur ses épaules des poids qui ne sont pas les siens. Il pense qu'il doit être là pour tout le monde, qu'il a la responsabilité de rendre les autres heureux, de les sortir de leurs problèmes, quitte à s'oublier lui-même. Le syndrome du sauveur, c'est croire que l'on peut guérir la douleur des autres, combler leurs manques, résoudre leurs conflits. C'est se sentir indispensable, penser que sans nous, l'autre s'effondrerait. Et souvent, c'est un piège. Parce qu'en voulant sauver tout le monde, on s'épuise. On donne sans compter, on prend sur soi, on encaisse, mais à force, on se vide. Et pire encore, certaines personnes finissent par en profiter, consciemment ou non, car elles savent que le sauveur sera toujours là, prêt à tout pour elles. Le plus dur, c'est que ce besoin d'aider vient souvent d'un manque profond, une peur de l'abandon, un vide intérieur qu'on essaie de combler en s'occupant des autres. On se sent utile, valorisé, nécessaire, mais cette quête de reconnaissance, à travers le rôle de sauveur, finit par devenir destructrice. La vérité, c'est qu'on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. On ne peut pas porter le poids du monde sur nos épaules. Chacun a son propre chemin, ses propres batailles. Aider, oui. Mais se sacrifier, non. Se libérer du syndrome du sauveur, c'est apprendre à poser des limites. Comprendre qu'on peut aimer sans se perdre, qu'on peut soutenir sans s'oublier. Et surtout, que notre valeur ne dépend pas de ce qu'on fait pour les autres, mais de qui on... Une immense différence entre croire en Dieu et marcher avec lui. Satan croit en Dieu. Ce qui diffère de lui, c'est quand tu marches à ses côtés. Quand tu décides d'accepter sa volonté plutôt que la tienne. Quand tu reconnais que sa présence est plus grande que la tienne. Quand tu reconnais que ses choix, à lui, ce qu'il a écrit pour toi, t'amènera justement à cet amour que tu recherches perpétuellement dans l'autre. La différence entre les hommes et les femmes. Les hommes ont besoin d'être appréciés et les femmes ont besoin d'être comprises. Les hommes ont besoin de respect et les femmes ont besoin d'amour. Les hommes ont besoin de confiance et les femmes ont besoin d'attention. Les hommes ont besoin d'encouragement et les femmes ont besoin de réassurance. Les hommes ont besoin de loyauté et les femmes ont besoin de dévotion. Les hommes ont besoin de se sentir utiles et les femmes ont besoin de créer. Les hommes ont besoin d'admiration et les femmes ont besoin de validation. Qu'y a-t-il dans la société qui vous répugne autant? Dites-moi. Tout le monde considérait Steve Jobs comme un grand homme, alors qu'on savait qu'il se faisait des milliards de dollars sur le dos des enfants. Ou peut-être bien que ça vient du fait que tous nos héros semblent être des imposteurs. Et le monde lui-même, un énorme canular. On se spamme les uns les autres avec un tas d'opinions minables qui voudraient se faire passer pour de vraies idées, avec des réseaux sociaux qui simulent l'intimité. Ou est-ce que c'est le fait qu'on a voté pour ça? Je parle pas de toutes nos élections truquées, je parle de nos gadgets, nos possessions, notre argent. J'invente absolument rien, on sait tous pourquoi on fait ça. Pas parce que la série des Hunger Games nous rend heureux, non. Mais parce qu'on préfère vivre sous sédatifs, parce que ça fait mal d'affronter le monde tel qu'il est, parce qu'au fond on est tous des lâches. Je vais peut-être vous choquer, mais je crois que l'armée américaine et probablement l'armée russe et l'armée chinoise possèdent la technologie du moteur à énergie libre inventé par un certain Tesla en 1932. Mais oui, on le sait ça. Les Russes, ils utilisent cette technologie. 2. Nous savons que l'armée américaine utilise les medical beds, qui fonctionnent avec des tachyons. Et les tachyons, en grec, ça veut dire extrêmement rapide. Donc, les tachyons, c'est plus rapide que la vitesse de la lumière. Et donc, on vous met dans ce medical bed, on ferme, et en 9 minutes, votre cancer, fini. Bon, il faut 2-3 jours pour vous reposer, hein, après ça. Mais enfin, c'est une technologie que l'armée américaine utilise pour ses soldats. Elle est là. Et il semble que Trump pourrait faciliter l'introduction des medical beds par les armées. Parce qu'il faut des soldats autour du bed, sinon les autres chimiques, la médecine chimique va venir avec des revolvers et tuer tout le monde. Parce que c'est un danger, évidemment, pour la médecine chimique. Et ça va obliger la médecine chimique gentiment à changer de paradigme. Et la troisième technologie, qui est aussi dans la poche, in the pocket,
des armées, c'est la désactivation de l'attraction gravitationnelle. Et ça, c'est beaucoup plus important. C'est ce qui permet les soucoupes volantes. Maintenant, comment tout ça va se passer? Je crois, je vais vous choquer, mais je crois qu'on va vers un âge d'or. C'est-à-dire que nous avons été tellement dans le négatif que nous, tout d'un coup, je m'excuse, je vais être très traditionnel, mais un certain Jésus, qu'est-ce qu'il a annoncé? Le royaume du divin. Oui. Le royaume du divin. Mais c'est une transformation, pas seulement personnelle, mais aussi politique, économique, technologique. Et le royaume du divin, il l'a annoncé il y a 2000 ans. C'est maintenant. Tu travailles 8 heures par jour pour ne vivre que 4 heures de ta journée. Tu travailles 5 jours par semaine, sacrifiant la majorité de ton temps pour pouvoir profiter de seulement 2 jours de repos. Tu passes 8 heures à travailler pour prendre à peine 15 minutes pour te nourrir. 8 heures de travail te permettent de dormir seulement 5 heures. Tu travailles toute l'année, sans relâche, dans l'espoir de prendre une semaine ou 2 de vacances. Et finalement, après une vie entière de travail, tu atteins la retraite, mais elle est souvent accompagnée de la contemplation de tes derniers souffles. La vie est un court voyage, une occasion éphémère à ne pas gaspiller. Alors, au lieu de t'attacher à la poursuite effrénée de biens matériels et de l'esclavage social, choisis de te concentrer sur la création de souvenirs précieux, collecte des moments inoubliables, des expériences enrichissantes et des relations authentiques. Car ce sont ces trésors inestimables qui donnent une véritable valeur à notre existence. Lorsque nous aurons parcouru le chemin de la vie, ce ne sont pas les possessions matérielles qui nous accompagneront, mais les souvenirs chaleureux. Commente vivre si tu es arrivé jusqu'ici. Une dame qui me dit oui mais vous devez avoir un mental d'acier. Je dis mais le mental ça sert à rien. Et les gens pensent toujours qu'il faut avoir un mental, non. Et je vais vous le prouver tout de suite. Par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes faire en sport? Est-ce qu'il y a un truc en sport? Le sport, courir. Le sport. Courir. T'aimes pas courir? Non. Si je te dis tiens ce soir à 22h on va aller faire un footing de 5 km tous les deux. Waouh, je te dis Bernard, je t'apprécie énormément mais bon, s'il y a Christian je viens pas, ça c'est sûr et certain. Donc on pourrait dire tiens il veut pas venir, il a pas de mental. Ok, maintenant je te dis je te donne 50 millions si tu vas courir 5 km à 22h avec moi ce soir. Je suis là. Tu auras quand même Christian. Même s'il y a Christian. Est-ce que tu as eu un mental d'acier en 3 secondes? Non, le mental il reste le même, donc le mental sert à rien. Mais tu as été motivé, ces 50 millions t'ont motivé. Donc dans la vie, il faut savoir qu'est-ce qui te motive. Si tu es motivé, tu réussiras à faire tout. Dieu n'a rien à voir avec les religions. Les religions ont été créées par les hommes, pour les hommes, et à certaines époques. Et c'est pour ça qu'on voit que les religions ont évolué au fil des temps. Selon les endroits d'incarnation, on va dire, des êtres humains, il y a un inconscient collectif lié à la société dans laquelle ils sont, qui va faire que la religion n'est pas la même. Donc comment expliquer qu'il y a autant de religions dans le monde? C'est bien parce que ça a été créé par les hommes, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc moi, j'aimerais pouvoir réconcilier les personnes avec l'idée de Dieu. C'est quoi Dieu? C'est ce grand principe qui fait que la vie existe. Quand on met une graine dans la terre, elle va pouvoir croître au rythme qui est le sien et qu'une petite graine deviendra exactement ce qu'elle est censée devenir, jamais autre chose. Ça nous viendrait pas à l'idée de vouloir tirer sur la petite graine pour qu'elle puisse pousser plus vite. Non, on sait qu'il y a un processus qui est à l'œuvre. Donc en fait, nous, notre mission, ça va être de donner les meilleures conditions possibles à cette petite graine pour qu'elle puisse croître et devenir ce qu'elle est censée être. Les Algériens ont voulu être algériens. Je l'ai dit à leurs jeunes. Vos pères se sont battus pour vous donner une patrie. Alors restez-y, construisez-la, bâtissez-la par votre travail et par vos sacrifices. Et ne venez pas, chez l'ancien colonisateur, chercher une patrie que vous êtes incapable de construire. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa.
L'école ne forme pas des penseurs, elle fabrique les travailleurs obéissants. On t'apprend à réciter des leçons, pas à remettre le système en question. L'histoire qu'on t'enseigne est celle des vainqueurs, pas celle de la vérité. L'école t'apprend à respecter l'autorité, pas à te libérer du système. On te note pour mieux te classer, pas pour t'aider à comprendre. Ils t'apprennent la compétition, pas la coopération. La vérité ne se trouve pas dans un diplôme, mais dans ce qu'on t'empêche d'apprendre. Pourquoi l'école ne veut pas que tu apprennes à gérer ton argent? Parce qu'ils veulent que tu restes dépendant. Ils te remplissent la tête d'informations inutiles, mais ne t'apprend jamais à penser par toi-même. Plus tu fais confiance à l'éducation qu'on t'impose, plus tu t'éloignes de la vérité. On t'éduque pour être un employé, pas un patron. Ils te notent pour te conditionner, pas pour mesurer ton intelligence. On t'apprend quoi penser, jamais comment penser. En sortant de l'école, combien d'entre vous savent réellement remplir une fiche d'impôt? L'histoire qu'on t'enseigne cache plus de secrets qu'elle ne révèle. On te donne un diplôme pour prouver que tu sais répéter, pas pour prouver que tu sais créer. Plus tu passes d'années à l'école, plus il est difficile de voir au-delà du système. Un esprit critique est un danger pour le système, c'est pourquoi l'école l'étouffe dès le plus jeune âge. Les matières les plus utiles pour ta liberté sont celles qu'on ne t'enseigne jamais. On te punit pour avoir triché, mais dans la vraie vie, c'est ceux qui trichent qui réussissent. L'éducation devrait être un outil de libération, mais elle est devenue un outil de contrôle. Ils te disent d'apprendre pour avoir un bon job, jamais d'apprendre pour être libre. L'école te prépare à un monde qui n'existe plus, jamais à celui qui arrive. Les matières qui t'apprennent la liberté sont celles qu'ils ont supprimées du programme. L'école t'apprend comment travailler pour les riches, jamais comment devenir riche. Regardez, je vais vous apprendre un truc. Quand vous croyez que vous avez le plein, vous appuyez juste là. Et ça descend. Vous n'avez pas le plein. Là, vous croyez que vous avez plein. On appuie là. Il est là le local. Voilà. Et ça descend. Allez. Prends le téléphone maintenant. Lâche le téléphone. Reprends le téléphone. Alors cette cure, c'est anti-diabète, anti-cholestérol, elle est vermifuge et surtout un régulateur de la tension artérielle. La seule contre-indication, c'est les personnes qui ont l'hypotension, parce que comme ça fait baisser la pression, c'est pas indiqué. La première cure que nous allons vous présenter, c'est la cure d'ail. Alors, pour faire une teinture d'ail, il vous faut prendre de l'ail bio, c'est très important. Vous prenez 200 grammes, que vous l'épluchez, le coupez en deux, en faisant attention de bien laisser le germe, parce que c'est dans le germe qu'il y a le maximum. Donc, tu as dit 200 grammes d'ail pour 1 litre d'eau de fruits à pépins. Laissez dynamiser minimum 3 semaines avant de le mettre en bouteille. Quand tu dis dynamiser, ça veut dire mettre la bouteille au soleil. Oui, il faut le laisser la nuit dehors aussi parce que la lune dynamise aussi. On laisse jour et nuit, minimum 3 semaines. Moi, je le laisse plus longtemps, mais c'était minimum. Alors, une fois qu'elle est dynamisée, il faut la filtrer. Donc, l'ustensile, comme dit le proverbe, il faut toujours avoir un petit ami chez soi. Hein. Donc, le petit ami peut être chinois en l'occurrence. Donc, ça permettra de filtrer d'abord, on va dire gros, pour retenir les gousses d'ail. Et une fois qu'on a filtré le produit, donc les gousses d'ail, on peut encore prendre une petite passoire fine, simplement pour les fines, parce qu'il y a toujours un petit peu de lie, de dépôt au fond. Oui. Donc une fois qu'on a filtré le produit, en fait c'est tout simple, on le met dans des petites bouteilles brunes pour protéger de la lumière, pour les stocker. Pour la postologie, c'est très facile. 3 fois par jour, avant les repas, il faut mettre 25 gouttes, soit dans un peu de lait, ou dans du lait végétal, ou dans du yogourt. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour protéger le flore intestinal et aussi pour pas que l'odeur vienne à travers de la peau et puis aussi à la bouche lorsqu'on parle à quelqu'un. Ça, c'est très important. Faire une cure de 3 semaines. Et 25. Et dans le lait, même les enfants le supportent très très bien.
Alors, bien, pour les enfants jusqu'à 12 ans, on met la moitié. Alors, santé bonheur. À la tienne. Alors, c'est excellent. Et c'est vrai que dans le lait, on n'a pas le goût de l'ail. Et ça, alors, c'est 3 fois par jour. 3 fois par jour avant les repas, oui. 25 gouttes pour les adultes et 12 à 15 gouttes pour les enfants. Parce que pour les enfants, maintenant on a oublié de vermifuger, mais autrefois ça allait d'office qu'on faisait toujours le vermifuge, on le donnait régulièrement aux enfants. Et maintenant on le peut plus, c'est bien dommage. L'ail est dit eubiotique, c'est-à-dire qu'il préserve la flore intestinale. Il améliore la circulation sanguine, détoxifie le foie, détoxifie les reins, détoxifie le corps en général, prévient les infections urinaires, les infections pulmonaires, les infections en général, détoxifie l'utérus, prévient les fibromes, les kystes ovariens, améliore la fertilité, les hormones sexuelles, lutte contre les règles douloureuses, améliore la vitalité. Vous pouvez vous en procurer sur le site de l'Herboristerie de Paris, moins 5% avec mon code Jérôme en minuscule et sans accent. Si vous souhaitez reprendre votre bien-être en main, prenez rendez-vous avec moi en visio ou en présentiel. Bonne journée. Vous êtes échappé, vous avez vu arriver, vous avez renversé toutes les situations et vous êtes envolé. C'est comme si vous vous êtes évaporé du jour au lendemain et vous avez alchimisé malgré toute la toxicité qu'on a tenté de vous injecter. Là où d'autres sont tombés dans le piège, là où d'autres sont devenus mauvais, là où d'autres ont endurci leur cœur, là où d'autres ont commencé à collaborer avec la noirceur, l'obscurité et les ténèbres. Là où d'autres sont tombés dans la facilité. La facilité, c'est quoi? C'est la jalousie, c'est l'envie, c'est la critique. La facilité, c'est le mépris, c'est l'arrogance. La vraie arrogance, pas celle qu'on essaye de vous coller parce que vous brillez trop. Je vous parle de la vraie arrogance, celle qui méprise, la fausse modestie. La facilité, c'est ça, c'est toutes ces énergies négatives. Trop facile d'être mauvais, c'est trop facile d'être mauvais. C'est pour les faibles. C'est pour les faibles. Être une personne bien, être une personne courageuse comme vous avez réussi à l'être après toutes les épreuves que vous avez passées, être une personne forte qui a gardé sa bienveillance et qui a choisi l'amour, ça c'est être fort. Ça c'est pas facile. Ça c'est pas évident et vous l'avez fait. Vous l'avez fait parce que vous êtes une personne courageuse, vous êtes une personne qui a des cacahuètes, que vous soyez une fille ou un garçon, un homme ou une femme, tu vois. Ça c'est le vrai courage, ça c'est la vraie force. Ça c'est un homme fort, ça c'est une femme forte. Être mauvais c'est trop facile, c'est pour les faibles. Vous n'avez pas choisi la route de la faiblesse. Vous n'avez pas choisi la route de la noirceur. Vous n'êtes pas fait avoir par vos propres souffrances. Vous n'êtes pas fait avoir par vos propres traumas. Vous n'êtes pas fait envahir par votre noirceur non résolue. Vous n'êtes pas comme eux. Vous n'êtes pas comme eux. Vous avez réussi à vous en sortir. Vous avez choisi le chemin du courage, le chemin de l'amour, le chemin de l'authenticité. Voilà ce que vous avez choisi. Et respect pour ça. Mon énorme respect. Mon énorme respect. Vraiment. Et vous avez le respect de l'univers entier. Vous avez l'univers qui est derrière vous. Vous avez tout. Vous avez toute la force. Vous allez avoir tout le respect dans votre vie. C'est comme ça. Parce que vous vous inspirez le respect. C'est pour ça que vous êtes devenu magnétique. C'est pour ça que votre aura, elle est éblouissante. Elle brûle les yeux de ceux qui opèrent encore dans les ténèbres. Et elle illumine les cœurs de ceux qui vous comprennent et qui voient en vous l'amour infini que vous représentez, l'authenticité, votre fréquence unique. Donc vous avez choisi le courage, vous avez choisi la force, vous avez choisi quelque chose de waouh, vraiment. Alors pour ça, je vous dis un grand respect, vous avez toutes les forces qui sont derrière vous. Ne doutez jamais de ça. Ne doutez jamais. Saviez-vous que dans le passé, on pouvait garder les aliments au frais, même sans réfrigérateur et sans électricité, grâce à une méthode ancienne et très ingénieuse, le pot Zir. Ce système permet de refroidir la nourriture naturellement, même quand il fait très chaud. Cette technique permet de garder les aliments autour de 4 degrés Celsius, sans courant. Pour fabriquer un pot Zir, c'est très simple. Il te faut 2 pots en argile non émaillés, un petit et un plus grand, du sable, de l'eau et un tissu propre. Tu places le petit pot dans le grand. Entre les deux, tu verses du sable. Ensuite, tu ajoutes de l'eau jusqu'à ce que le sable soit bien mouillé. Mets ta nourriture dans le petit pot,
puis couvre avec le tissu humide. Quand l'eau s'évapore, elle fait baisser la température à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le refroidissement par évaporation. Pour que ça marche encore mieux, place ton posir à l'ombre et dans un endroit bien aéré. Et pense à remouiller le sable 1 à 2 fois par jour. Grâce à ce système tout simple, des légumes qui se conservent normalement 2 jours peuvent rester frais jusqu'à 2 semaines, même en plein été. On n'a aucun Coran écrit qui date de l'époque du prophète. Eh bien voilà, tout est dit. Ella Wardi est chercheuse au CNRS. Elle est spécialiste de l'islam et de la littérature française. Quand on fait un diagnostic, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Historiquement, même si on admet que le Coran est d'inspiration divine, l'opération de compilation et de transmission du Coran est une œuvre humaine. Puisque, jusque-là, on n'a aucun Coran écrit qui date de l'époque du prophète. Les premiers manuscrits du Coran, c'est-à-dire les plus anciens qui nous sont parvenus, datent d'au moins 2 siècles après la mort du prophète. Voilà. Et encore, ces Corans ne contiennent ni de points diacritiques, ni de voyellation, la shakl ou la tanqit. On peut facilement prendre un mot pour un autre. Donc, est-ce que c'est un Coran authentique ou pas? Je ne me pose pas la question. Je dis, si on croit que c'est la parole de Dieu, tant mieux. Tant mieux, c'est une question personnelle. Mais historiquement, c'est une œuvre humaine. La transmission a été humaine et donc elle est forcément faillible. Il y a eu certainement des ratés. C'est magnifique parce que moi j'ai envie de vous poser, Madame Wardi, par rapport à la transmission du pouvoir, parce que vous le décrivez assez bien. Est-ce que vous ne pensez pas que cette transmission, il y a une transmission culturelle dans les régimes arabes? Parce que pratiquement à ce jour, on assiste souvent, la succession du pouvoir se fait souvent dans la douleur, c'est-à-dire dans les luttes de clans, les coups bas, dans la violence. Est-ce que c'est cette culture qui s'est transmise au fil des siècles? Absolument, je crois que, bien sûr, le passé n'explique pas tout, bien sûr, parce que chaque époque a ses spécificités, mais quand même, quand on a un phénomène récurrent qui se répète, en fait, comme un symptôme, quand on fait un diagnostic, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ça veut dire que quand même, cette répétition du même montre qu'il y a quelque chose comme dans le programme génétique, j'ai envie de dire, dans l'ADN, qui fait que même dans des situations différentes, on arrive exactement à la même conséquence. C'est que personne ne lâche le pouvoir, l'alternance au pouvoir n'est pas admissible, elle ne se fait que suite, bien sûr, à la fatalité quand il meurt. Donc voilà, et encore, cela n'exclut pas, là aussi, des luttes intestines pour la succession, ou bien, évidemment, on écarte la personne avec un coup de pied. Donc, c'est forcément dans la généalogie historique de ces sociétés. Il y a un exemple originel qui est la transmission du pouvoir après la mort du prophète, qui s'est faite d'une manière très violente. On donne, bien sûr, la légende raconte qu'il y a eu un consensus autour d'Abou Bakr. Et que faites-vous alors, puisqu'il y a eu consensus? Pourquoi est-ce qu'il a commencé son règne avec les guerres d'apostasie, en faisant une guerre tous azimuts à toute l'Arabie? Il est où le consensus? S'il y a un consensus, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas reconnu sa légitimité et il a dû leur faire la guerre, mais une guerre impitoyable, pour pouvoir imposer son autorité? Donc vraiment, ce problème symptomatique que nous avons, on est vraiment de l'ordre du symptôme, je pense qu'il s'est joué dans cette scène primitive, au sens psychanalytique du terme, cette scène primitive de la succession du prophète qui n'a pas été résolue et elle n'est toujours pas résolue. Après 14 siècles, ils sont morts ces gens-là depuis 14 siècles. Et c'est l'élément de fracture dans la communauté musulmane qui fait que maintenant l'Arabie Saoudite et l'Iran ne se supportent pas alors qu'ils appartiennent à la même religion. Et un Saoudien irait faire la bise à un Israélien et il ne ferait pas le pas
pour même serrer la main à un chiite. Les guerres d'apostasie ont commencé vraiment dans les premières semaines qui ont suivi la mort du prophète. Il fallait se débarrasser d'abord d'une opposante encombrante qui était Fatima, la fille du prophète, parce qu'elle elle n'a jamais approuvé l'élection du calife Abou Bakr. Elle voulait que son mari Ali prenne la place de chef de la communauté, d'imam plutôt que calife, d'imam, c'est-à-dire plutôt guide spirituel. Et elle a été déshéritée matériellement puisque son père lui a légué une oasis qui s'appelle Fadak, dont elle a été complètement déshéritée. Et ce n'est qu'après la mort de Fatima que les choses ont commencé le pouvoir a commencé à s'installer, et là tout de suite les guerres d'apostasie. Et je pense que jusqu'à maintenant, même ce qui se passe au Yémen aujourd'hui, c'est encore une réminiscence de cette violence guerrière qui s'est déclenchée à l'aube de l'histoire de l'islam. Garizim, la montagne de la bénédiction. Aujourd'hui, je te montre une astuce pour savoir tous les sites sur lesquels tu es inscrit et je te montre comment te désinscrire. Donc ce que tu vas faire, c'est chercher Trimbox sur internet. Tu cliques sur le premier site et tu vas la mettre comme extension. Bien sûr, c'est gratuit. S'il te demande de payer, c'est pour d'autres fonctionnalités, donc tu t'en fiches, tu mets la croix. Donc ensuite, là, tu auras la barre de recherche et tu vas écrire une subscribe et tu vas écrire se désinscrire. Et là, ça va te faire apparaître tous les mails, toutes les newsletters où tu es inscrit. Tu pourras tous les sélectionner en un clic. Voilà, tu vas cliquer sur le bouton magique se désabonner et en quelques minutes, c'est fait. Stop aux relations qui te détruisent, repère la femme toxique. Un tout commence par un excès. Au début, elle est trop. Trop gentille, trop présente, trop parfaite, tu te dis que t'as trouvé la perle rare. Mais en réalité, elle pose déjà ses chaînes. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la stratégie. 2. Elle te culpabilise facilement. Tu fais quelque chose qu'elle n'aime pas, elle retourne la situation contre toi. Tu deviens le problème dans tous les cas. Elle te fait douter de toi, de tes intentions, et même de ta valeur. 3. Elle t'isole progressivement tes potes, tes projets, tes habitudes. Petit à petit, elle t'en éloigne parce que moins tu es entouré, plus tu deviens dépendant d'elle. 4. Elle souffle le chaud et le froid. Un jour elle t'aime, le lendemain elle te rejette. Tu passes ton temps à essayer de la récupérer, à lui prouver que tu mérites son attention. Et c'est comme ça qu'elle te tient. 5. Tu n'es plus toi-même. Le plus gros signe, c'est ça. Tu te reconnais plus. T'es fatigué, éteint, stressé. T'as perdu ton sourire, ton énergie, ta confiance. C'est pas ça l'amour, c'est pas ça une vraie relation. J'ai lu tous les évangiles. C'est le bouquin de développement personnel le mieux au monde. On se rend pas compte. Moi, je l'ai lu, donc je peux m'en rendre compte. Et je suis très heureux d'en parler avec toi. Je ne peux pas croire qu'au bout de 2 pages, vous n'ayez pas trouvé une réponse à votre problème. Ah oui, c'est marrant. Ça ne juge jamais. Ça n'impose jamais. C'est l'expérience d'un homme qui va traverser la vie et qui va aimer les gens, qui va se mettre à leur niveau. Et parce qu'il est différent, on va le sacrifier. Mais à aucun moment, moi j'ai pas vu de prosélytisme, j'ai pas vu d'obligation de devenir chrétien. J'ai vu l'histoire d'un homme qui répond à toutes mes questions, à tous mes problèmes, et qui ne juge jamais personne, et même pas un criminel. Et donc cette écriture est magnifique parce que à chaque fois, je savais, après j'ai compris, je savais que j'allais lire et que 2 pages plus tard, j'allais trouver une réponse et qu'avec ça, j'allais pouvoir méditer dessus 1 journée, 2 jours, peut-être 3. Vous en aviez vraiment rien à cirer. Que direz-vous à la télévision? Vous n'avez encore jamais dit. Caméra. Je dirais que nous sommes certainement dans une fausse démocratie et que ce sont les grands groupes financiers internationaux qui nous manipulent et que rien à cirer fait partie de cette manipulation en nous faisant rire alors qu'ils devraient au contraire dénoncer les scandales. Si tu veux sucrer, alors j'ai découvert un sucre, c'est un truc génial qui ne fait monter ni l'insuline ni le glucose. Mais on le trouve pas en France puisque c'est interdit en Europe, mais on peut l'avoir. Pourquoi l'interdit en Europe? J'aimerais bien le savoir. Je pense qu'il y a des conflits d'intérêts avec l'industrie sucrière. Parce qu'aux États-Unis, tu achètes ça partout. Pourquoi pas chez nous? Tu peux me le dire?
peux en parler quand même? Oui, sûr. Ça s'appelle allulose, A2LULOSE. Et en plus, ça fait baisser ton acide urique, nous dit le grand professeur Ben Bikman, qui est un grand professeur de biologie américain, et le docteur Robert Lustig. Là, j'ai tout étudié, toutes les études américaines, c'est des livres géniaux qui sont à la pointe des études, parce que nous, on n'a pas d'argent pour les études. Être en bonne santé, ça n'intéresse personne. Pour moi, la grande médecine, c'est la prévention. Hein. Et c'est un sucre qui peut caraméliser si tu as envie de faire une pâtisserie, tu vois, tu l'as fait avec l'allulose. Ça, c'est génial. Parce que ici, tu as les xylitol, tu as les érythritol qui font monter l'insuline et qui peuvent foutre le bazar dans ton intestin. Et moi, j'étais bien embêtée. Et en plus, ils caramélisent pas, ils restent toujours un peu cristallisés. Alors que l'allulose, tu l'as fait réduire avec un peu de crème Bernard Gabory. C'est trop. Je suis mis à avoir mal au dos en 2012, mais un mal de dos abominable. Donc je suis allé voir les rhumatos, les kinés, et puis à la fin un chirurgien spécialiste du dos qui m'a dit je suis désolé, t'es jeune, mais je vais te mettre 2 barres dans le dos, et puis je vais tirer sur ton rachis, et puis comme ça t'auras moins mal. Je lui dis moins mal, quoi moins mal? Elle me dit ouais, t'auras mal, mais moins. Je dis mais alors je peux faire du sport? Ah non, tu feras plus de sport. Mais je lui dis mais c'est pas un espoir de vie. Et à l'époque j'avais 50 balais, je lui dis mais t'es malade. Et là-dessus je vois un gars qui dit moi je vous traite en 6 semaines et je vous enlève ça avec de l'eau, je vous l'injecte sous la peau, vous allez voir c'est bien. Et c'est des techniques qui dataient de 1907. Après je me suis renseigné, puis après j'ai fait des bouquins, après j'ai fait des articles. Mais cette histoire d'utiliser l'eau de mer qui date de 1907, je me suis dit on va essayer. En 6 séances. J'allais faire je courais autour de ma maison. Voilà. J'avais mis les baskets, j'avais pas eu mes baskets depuis 2 ans. 6 séances, hop, dehors. Et puis après, j'ai soigné ma mère. Puis après, j'ai soigné un de mes fils. Alors après, le conseiller de l'ordre me saute dessus en disant c'est scandaleux, c'est du charlatanisme. Mais à quelle heure? Ça fait 10 ans que les gens traversent la France, la Belgique, de partout pour venir se soigner comme ça, avec des résultats extraordinaires, jamais un effet indésirable. Évidemment, j'injecte des sérums marins, des polyvitamines et du magnésium. Et ça me vaut une énorme condamnation d'interdiction d'exercice pour charlatanisme. C'est quand même absolument hallucinant.